Bon, donc, bonsoir. On va commencer cette conférence, donc, dont le titre central, c'est la mémoire. Donc, avant d'aborder le contenu de cette conférence, il faut que je vous prévienne. Alors, je ne sais pas si c'est vous prévenir, mais quand on est chercheur, on défend... Ça, c'est Larsen qui vient me dire bonjour. Donc, quand on est chercheur, on défend des conceptions. Donc, moi, je défends une conception de la mémoire qui n'est pas tout à fait la conception dont on entend parler régulièrement. Donc, je vais être certainement amené à dire des choses qui risquent d'aller un petit peu à l'encontre de ce que vous savez ou de ce que vous croyez. Et donc, bien évidemment, on peut discuter. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Je sais que dans 10 ou 20 ans, il y aura quelqu'un à ma place qui dira la même chose, mais à propos de ce que je suis en train de raconter. Parce que c'est la vocation de la recherche, de toujours remettre en cause ce qui a été dit auparavant. Alors, quand on parle de la mémoire humaine, il y a deux grandes conceptions qui aujourd'hui existent. Il y a ce qu'on appelle une conception structurale et une conception fonctionnelle. Alors, conception structurale, de façon très simple, on considère que la mémoire, c'est un lieu de stockage. Un peu comme une grosse bassine dans laquelle on met un certain nombre de choses. Et on pense que la mémoire est dans notre cerveau et qu'elle occupe des places particulières dans le cerveau. Donc cette idée d'espace de la mémoire, c'est une très vieille idée. Peut-être que vous avez appris, vous vous souvenez d'un grand philosophe grec qui s'appelait Platon. Platon déjà avait évoqué cette idée, que la mémoire, c'était un peu comme cette représentation, un espace dans lequel on a gravé un certain nombre de connaissances qui vont y rester un certain temps. L'autre idée que défendait Platon, et vous allez voir que c'est une idée qui est tout à fait d'actualité, c'est que non seulement donc, la mémoire, c'est un espace où on stocke des choses, mais il faut bien aller chercher ces choses-là, il faut aller les récupérer. Et l'image qui donnait et que j'aime bien, c'est l'image d'une volière. Imaginez que vous vouliez faire un cadeau de, qu'est-ce qu'on pourrait dire, d'une perruche à un voisin, il vous faut aller à un endroit où il y a des perruches. Sinon, vous n'attraperez pas de perruche. Donc il faut cibler l'espace où se trouve la perruche pour aller chercher des perruches. Et une fois que vous avez ciblé l'espace où il y a la perruche, non, ce ne sont pas des perruches, ce n'est pas grave, il va falloir aller saisir l'oiseau pour le ramener. D'accord? Alors pourquoi j'ai introduit mon propos à partir de cette vieille conception? C'est que cette conception, on la trouve dans des choses que vous connaissez bien, qu'on appelle les ordinateurs. D'accord? Il y a dans nos ordinateurs des mémoires qui sont des espaces de stockage dans lesquels il y a différentes informations qui sont codées d'une certaine façon. Et quand on veut récupérer cette information, il va falloir taper sur les bonnes touches pour que, à l'intérieur du programme, les lignes du programme qui sont concernées soient activées et qu'on saisisse l'information. Et c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir des ordinateurs avec des petites puces. Dans ces puces, il y a des contenus. Et une fois que ces informations sont récupérées, ça peut donner lieu à des choses très complexes, y compris cet écran d'ordinateur avec un aquarium, etc., etc. Alors, cette idée, c'est une idée qui est, je dirais, aujourd'hui majoritaire quand on parle de la mémoire. Tout le monde considère que la mémoire, c'est un espace où on stocke et qu'il faut s'adresser
correctement à cet espace pour pouvoir les récupérer des informations. Et à partir de cette idée-là, on a considéré que, étant donné que nous sommes en interaction avec un environnement où il y a multitude de choses dans cet environnement, on va stocker les différentes informations de cet environnement selon des catégories particulières. Et on va considérer qu'il n'existe pas une seule mémoire, mais qu'il existe différents types de mémoire. Et on imagine que dans notre cerveau, il y aurait des espaces qui seraient dédiés à la mémoire visuelle, à la mémoire auditive, à la mémoire verbale, à la mémoire spatiale, à tout un tas de mémoires qui correspondent à l'ensemble de nos interactions que nous avons avec le monde. Il y a un modèle de mémoire, dont je ne vais pas trop développer parce que je ne peux pas faire de vous, en l'espace de 45 minutes, des spécialistes de la mémoire, mais on a un grand modèle de la mémoire qui aujourd'hui fait référence en psychologie et qui va être très souvent utilisé dans le monde de la neuropsychologie, qui est le modèle dit de Tulving, où on va dire qu'il y a une mémoire des processus, c'est-à-dire tout ce que l'on mémorise à propos du fonctionnement des choses. On va avoir une mémoire des aspects visuels, on va avoir une mémoire sémantique. Mémoire sémantique, c'est l'ensemble des connaissances que nous avons apprises. J'imagine que si je vous dis 1515, vous êtes capable de dire bataille de Marignane. D'accord? Ça, c'est de la mémoire sémantique. Et il y a une mémoire qu'on appelle mémoire épisodique. C'est la mémoire qui est liée à toutes les expériences que vous avez faites. D'accord? Et ces différents registres sont séparés. Cette conception, je fais partie de ceux qui considèrent que c'est une conception d'une mémoire que je qualifie boîte de conserve, où on a donc, dans des lieux particuliers, conservé certains types d'informations, et c'est l'ensemble des boîtes de conserve qui font la mémoire. Dans cette perspective-là, on a une mémoire qui est considérée comme une mémoire morte, par analogie à notre ordinateur. C'est-à-dire c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui évolue très peu. Ou du moins, on peut stocker des informations, mais ces informations ne vont pas être totalement modifiées. Donc, par exemple, si je m'intéresse à la connaissance que vous avez à propos d'un chat, donc je donne le mot chat, et on imagine que le mot chat va activer dans votre cerveau l'ensemble des connaissances qui sont associées au chat, et à travers un réseau de connaissances plus ou moins vaste, suivant qui on est, son niveau d'études, son intérêt, etc., va permettre d'associer un élément qui va être associé à chat, et je suppose que dès que j'ai prononcé chat, vous avez fait comme 99% des personnes, vous avez pensé automatiquement à chien. D'accord? Donc si je donne cet exemple, c'est pour montrer que même si tout à l'heure je vais remettre en cause cette conception de la mémoire, il n'empêche qu'il y a des éléments qui nous permettent de dire que oui, peut-être bien, on stocke les choses en mémoire et elles sont organisées selon des catégories. Ici, une catégorie sémantique, on aurait un espace dédié à tous les animaux et en particulier ici aux animaux domestiques. D'accord? Donc on a des éléments qui nous laisseraient à penser qu'effectivement, quand on considère que la mémoire est un espace de stockage, ben c'est quand même vrai parce que les données comportementales sont là pour dire que manifestement ça marche ainsi. Comme je l'ai dit, donc, il y a cette conception structurale qui veut donc que ce soit un espace, et il y a une autre conception qui est, je dirais, beaucoup moins majoritaire dans le monde de la connaissance de la mémoire, qu'on appelle une conception fonctionnelle. Ici, l'idée n'est pas que l'on conserve des contenus, l'idée est que la mémoire humaine se souvient essentiellement des activités cognitives. C'est-à-dire qu'on se souvient plus de comment on a fait pour résoudre un problème que du contenu lui-même du problème. Un petit peu comme dans des apprentissages. D'accord?
Ou, je vais prendre un exemple. Je suppose que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui savent faire du vélo. D'accord? Est-ce que savoir faire du vélo, c'est une connaissance qui est stockée? C'est-à-dire que vous seriez capable de dire à quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo, ben voilà comment tu dois faire pour faire du vélo. Ça, je suppose que vous avez déjà essayé, vous savez que ça ne marche pas. D'accord? Ou est-ce que avoir appris à faire du vélo, c'est avoir appris à maintenir un équilibre qui est toujours remis en cause? D'ailleurs, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de la façon de faire que de ce qui est fait lui-même. Et je vais essayer de vous montrer un certain nombre d'exemples qui tendent à militer dans ce sens-là. Et un peu plus tard, je vous dirai pourquoi ces deux conceptions sont importantes, et notamment, quand on opte pour un type de conception, on voit les individus humains d'une certaine façon, alors que lorsqu'on opte pour une autre conception, on ne les voit pas tout à fait de la même façon. Donc je vais prendre un exemple, enfin deux exemples, pour vous montrer que les choses ne sont pas aussi simples que ce que le voulait la conception structurale de la mémoire à partir d'une connaissance qu'on appelle la spécificité de l'encodage. Vous allez comprendre, j'espère, très vite ce que c'est. Donc, imaginez que je vous fasse apprendre, d'accord, un couple de mots ou un couple d'images. Ici, le couple que je voudrais vous faire apprendre, c'est le couple chien et le couple, alors on va dire que c'est une serviette. On peut se mettre d'accord pour dire que c'est une serviette ou un tapis, peu importe. D'accord, on va dire tapis, voilà, ça va être un tapis. D'accord? Normalement, si on est dans la conception structurale de la mémoire, un chien, c'est associé à des animaux, et pas forcément à un tapis. Alors je sais bien que dans la vie de tous les jours, on peut avoir des chiens sur des tapis, d'accord? Mais si on est dans une conception d'une mémoire qui met ensemble les choses qui vont ensemble, un chien va avec un chat, un tapis va avec des affaires de la maison, etc. D'accord? Donc, on se dit que si, plus tard, je donne un indice pour vous aider à vous souvenir de ce que j'ai présenté, si je présente l'indice niche, normalement, niche devrait activer plus facilement un chien, parce qu'un chien, ça va dans une niche. Alors que si je donne l'indice tapis, ça ne va pas tellement activer chien, parce que dans notre mémoire, autant chien et chat y sont, niche, chien, mais tapis, c'est quelque chose qui ne vient pas spontanément quand on parle d'un chien. D'accord? Or, et ce sont des travaux qui datent maintenant des années 70, dès lors que l'on a fait apprendre quelque chose à un sujet associé à une idée particulière, c'est cette idée qui va être la plus efficace. On est ici ensemble dans cette petite conférence, vous allez entendre des choses que je raconte, d'accord? Mais je les raconte dans un espace qui est cette salle. Et dans cet espace qui est cette salle, il y a d'autres personnes, il y a vos voisins, vos voisines, il y a le bruit, etc., etc. Demain, après-demain, si vous rencontrez quelqu'un qui était dans cette pièce, et vous lui dites, qu'est-ce qu'il nous a raconté à un moment donné, je ne m'en souviens plus. L'indice qui risque d'être le plus efficace, c'est de dire, ben, tu te souviens, c'est au moment où il a fait ceci ou cela. Plus que de dire, il s'agissait d'une connaissance d'eux. D'accord? Donc, quand on apprend, quand on stocke des choses en mémoire, si tant est qu'on les stocke, on stocke les choses telles qu'on les a vécues à un moment donné. Et donc, cette grande différence qu'on faisait entre mémoire sémantique et mémoire épisodique, entre une mémoire de connaissances complètement abstraites, sorties de leur contexte, et des connaissances qui sont complètement contextuelles, manifestement, cette différence, elle ne tient pas tout à fait debout. Parce qu'en fait, toute connaissance, y compris sémantique, est contextualisée à un moment donné. Quand vous vous souvenez de choses anciennes, vous vous souvenez du moment auquel vous avez appris, alors plus ou moins, bien sûr. Ça, c'est un premier exemple.
Deuxième exemple, pour montrer que c'est bien l'activité que l'on fait qui fait la mémoire plutôt que le contenu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. C'est le concept de profondeur de traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la façon dont vous allez être en interaction avec un objet va conditionner considérablement ce dont vous allez vous souvenir. Imaginez que je vous présente des objets du type celui-ci. On peut se mettre d'accord, c'est un banc. D'accord? Et là, la question que je vous pose, combien ça a de pieds? Et à d'autres personnes, la question que je vais leur poser, c'est à quoi ça sert? La façon dont vous rentrez en contact avec l'objet va attirer votre attention, dans le premier cas, sur des choses particulières de l'objet, dans l'autre cas, sur la fonction de l'objet. Et ce qu'on a montré, donc on peut s'amuser à faire plusieurs objets, ce que les travaux ont monté, là aussi sont des travaux anciens des années 70, c'est qu'on a une meilleure mémoire quand on a abordé l'objet dans sa fonctionnalité plutôt que lorsqu'on l'a abordé dans sa description. Donc, on ne stocke pas les choses, je dirais de façon passive, on stocke les choses en fonction de l'interaction que nous avons avec. Et suivant cette interaction, on n'aura pas stocké tout à fait la même chose. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Troisième idée, pour bien montrer que c'est notre interaction avec le monde qui fait le souvenir, c'est une autre question, là aussi, qui a été débattue et où on a maintenant des résultats, je pense qu'ils sont à peu près définitifs, qui montrent que c'est le contexte qui fait ce que l'on va apprendre, c'est la notion de distinctivité. Imaginez que je vous fasse apprendre cette liste de mots. D'accord? Donc je vous laisse un certain temps pour la lire. Vous allez produire un certain nombre de mots. Regardez si je fais ça. Je suppose que vous avez vu quelque chose de particulier, c'est que le mot livre, il est écrit différemment des autres mots. Si je faisais une épreuve de rappel, le mot livre est le mot que vous allez retenir en premier. Parce qu'il se distingue des autres. Cette distinctivité, elle peut aussi se faire de façon plus cachée. Si vous regardez cette troisième liste, d'accord, le mot livre est aussi distinctif. Pourquoi? Parce qu'il est dans un ensemble de mots qui, eux, sont tous des noms d'animaux, et lui n'est pas un nom d'animal. Si je vous demande tout à l'heure de rappeler la liste, vous aurez plus de chances de rappeler livre quand il sera soit écrit de façon différente, soit quand il sera un intrus parmi une liste. D'accord? C'est ce qu'on appelle la distinctivité. Donc si je prends cet exemple-là, c'est pour montrer que ce que l'on code en mémoire, ce qu'on enregistre en mémoire, en fait, c'est peut-être beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et que c'est dépendant de l'activité du sujet. Et donc cette idée de mémoire comme réceptacle passif, peut-être il faudrait commencer à noter. Oui, mais je ne sais pas si vous avez posé la question, mais si je veux savoir ce que vous avez dans votre mémoire, je fais cette conférence et j'aimerais bien savoir ce que vous en avez retenu. Comment je dois faire? Eh bien, je dois vous poser des questions. Si je ne vous pose pas de questions, je ne saurai jamais ce que vous avez retenu. Et une question qu'on va se poser, là aussi qu'on s'est posée il y a déjà quelques années, c'est: est-ce que la question que je pose ne détermine pas la réponse du sujet? Alors je vais vous faire un tout petit exemple. Normalement ça devrait à peu près marcher. Donc regardez bien. Et regardez les questions que je pose. À combien roulait la voiture quand elle est sortie de la route? Et là, vous donneriez une réponse. Si je pose cette question, à combien roulait la voiture quand elle a percuté le poteau? Et si je donne cette question,
à combien roulait la voiture quand elle s'est écrasée contre le poteau. Il y a une expérience qui montre, de façon, elle a été reproduite des centaines de fois, c'est que suivant le mot que vous mettez dans la phrase, l'individu va vous dire qu'elle roulait, dans le premier cas à 30 à l'heure, dans l'autre cas 70 à l'heure, et dans l'autre cas 100 à l'heure. D'accord? Mais surtout, si après vous posez la question, et en fait, la voiture que vous avez vue tout à l'heure, elle était bien amochée ou pas? Ça va être totalement dépendant de la question que vous avez posée. C'est-à-dire que la façon dont on va contacter la mémoire modifie la mémoire elle-même. D'accord? Enfin, d'accord, c'est pas la question d'être d'accord. D'accord? Et au fait, vous avez vu le vitre brisé? Alors je ne vous demande pas de répondre. Il n'y avait pas de vitre brisée. Mais dès lors que j'écris à combien roulait la voiture quand elle s'est écrasée contre le poteau, si je vous pose la question, pas tout de suite, mais à la fin de la séance, il y a bien quelques personnes qui vont dire oui, effectivement, il y avait une vitre brisée. Parce qu'une voiture qui roule vite, alors que vous ne savez pas comment elle roule, et qui s'écrase, obligatoirement, il y a une vitre qui est brisée. En fait, ces résultats montrent que non seulement quand on stocke quelque chose, on construit ce qu'on a stocké, on n'est pas passif par rapport à ce qu'on accueille, et d'autre part, quand on produit ce qu'on en a mémorisé, eh bien, c'est un petit peu une reconstruction, liée à nos propres connaissances, liée à nos habitudes, etc. etc. Et donc, à partir de là, il y a une conception qui va apparaître dans les années 90-2000, qui est de dire non, la mémoire humaine n'est peut-être pas comme un ordinateur. C'est peut-être pas un espace composé de sous-espaces. La mémoire humaine, c'est un système totalement unique où tous les composants sensoriels participent à notre souvenir. Et depuis donc les années 2000, on a un certain nombre de travaux qui montrent que la mémoire humaine, elle est ce qu'on appelle multisensorielle. C'est-à-dire que lorsque... pardon, qu'est-ce que c'est? Lorsque je vois cette image, on est d'accord pour dire que c'est une prairie de montagne, d'accord? Eh bien, figurez-vous que sans le savoir, et donc on a maintenant des résultats comportementaux qui le montrent, on a aussi des analyses du fonctionnement cérébral qui montrent que quand vous avez vu cette photo, bien évidemment, vous avez associé tous les éléments visuels liés à cette photo, mais vous avez en même temps ressenti l'odeur des fleurs, et vous avez même fait plus que ça, hein, vous avez ressenti aussi, éventuellement, le piquant d'une des fleurs. D'accord? On a aujourd'hui, maintenant, grâce à l'imagerie médicale, des preuves que, effectivement, notre cerveau réagit exactement comme s'il était en situation. Et que donc, notre mémoire, ici je dirais la mémoire de cette image, ce n'est pas uniquement l'image en tant que visuelle, c'est l'ensemble des composants sensoriels qui est lié à cette image, donc aussi bien le tactile que l'olfactif, que le goût, etc., etc. Et donc, ça nous a amené à avoir une autre conception aussi du cerveau. Au lieu de le concevoir comme étant constitué de sous-systèmes, ben, le cerveau, c'est un ensemble de connexions multiples, et où, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'active, il n'y a pas qu'un endroit qui s'active, il y a beaucoup d'endroits qui s'activent différemment. Alors bien sûr, avec plus ou moins de puissance suivant le type d'activation, mais on est en train d'éliminer cette idée qu'il y ait des zones très particulières et que d'autres ne soient pas actives. Aujourd'hui, la tendance est de dire que notre cerveau est largement actif dans toutes les données sensorielles. Mais ce que je viens de dire là, c'est vrai au niveau visuel, mais c'est vrai aussi quand on est au niveau conceptuel. Quand je vous donne le mot « fleur sauvage », de la même manière, vous
vous activez l'ensemble des données sensorielles liées aux fleurs sauvages. Et en particulier, une donnée sensorielle que je n'avais pas présentée tout à l'heure, c'est que non seulement vous êtes capable, et là aussi il y a des enregistrements qui montrent que c'est vrai, vous êtes capable de ressentir l'odeur, etc. Mais vous êtes aussi en train d'activer quelque chose, si vous avez la connaissance et si vous vous promenez assez souvent dans des prairies, d'entendre un grillon. Quand je dis entendre un grillon, ce n'est pas forcément que vous l'entendez consciemment, mais votre activité cérébrale simule totalement le bruit d'un grillon. Donc on est très loin d'une mémoire qui serait un lieu ou des sous-lieux de stockage. Et plus récemment, on a des travaux, et ça c'est les travaux qu'on mène dans notre équipe de recherche, qui montrent que l'action, ce que nous faisons, va aussi participer considérablement au souvenir. Imaginez que je vous fasse apprendre des mots, et que dans ces mots, il y ait par exemple le mot théière. D'accord? Et tout à l'heure, je vais vous demander, donc je vais vous présenter une théière, et je vais vous dire, est-ce que oui ou non, le mot théière était dans la liste d'apprentissage? Et vous devez répondre sur 2 touches d'ordinateur. Oui ou non. Alors regardez bien. Vous avez vu, les théières, elles ne sont pas orientées de la même façon. Les résultats que nous avons obtenus au sein du laboratoire, c'est que notre cerveau va simuler le fait de saisir la théière. Si vous êtes droitier, la théière avec la hanse à droite est plus facilement saisissable qu'avec la hanse à gauche. Et quand vous demandez aux personnes, est-ce que vous avez vu le mot théière? Lorsque la réponse oui est à droite, les gens répondront plus facilement oui, j'ai vu une théière, que lorsque la réponse est à gauche. Parce qu'il n'y a pas cohérence entre ce que simule notre cerveau quant à la saisie de la théière et l'action que nous faisons. C'est-à-dire que la façon de répondre modifie aussi notre souvenir. Je pourrais le faire avec d'autres objets, ce qui a été fait dans une manip du laboratoire. Une autre expérience que nous avons terminée, imaginez que je vous demande d'apprendre des verbes d'action, de type jeter, arracher, etc. On sait maintenant qu'un verbe d'action va activer le mouvement qui lui est associé. Si, à peu près, un protocole le même que ce que je vous ai posé, je vais demander au sujet, je présente des verbes d'action, je leur dis, parmi les verbes d'action, est-ce que celui-là vous l'avez vu? D'accord? Et pour répondre, il va devoir répondre en poussant un levier ou en tirant un levier. Donc, pousser oui, tirer non. Mais ça peut être l'inverse. Hein. Ça peut être tirer oui, pousser non. Je suppose que vous avez déjà imaginé les résultats de cette expérience. Ça sera plus facile de dire que le verbe jeter était dans la liste d'apprentissage si le oui est en poussant qu'en tirant. Et arracher sera plus facile à dire qu'il était dans la liste d'apprentissage si c'est en tirant qu'en poussant. D'accord? Donc l'action que nous faisons pour rendre compte de notre connaissance participe à la connaissance. Et nous amène même, et ça c'est des résultats qu'on a montrés, nous amène même à reconnaître des objets qui n'y étaient pas. Parce qu'en fait, c'est la congruence du geste qui va primer par rapport à ce que l'individu a stocké dans sa mémoire. Donc, un petit résumé de ce que je viens de dire. Regardez, je vous présente des images. D'accord? Ces images activent un certain nombre de choses dans notre cerveau. Je vais vous donner un petit indice. Et maintenant, ces éléments-là, à gauche, en fait, c'était des éléments qui décomposaient le renard. Je suppose que vous allez être convaincu.
ce qui est entièrement faux. D'accord? Aucun de ces éléments ici n'appartient au renard. D'accord? Mais parce que j'ai donné un indice et parce que je donne le renard, vous reconstruisez après coup les éléments que vous avez vus avant. D'accord? Et aujourd'hui, donc, on considère que la mémoire humaine, du moins dans cette conception que nous défendons, hein, la mémoire humaine, ce n'est pas un stockage passif, c'est une construction et c'est une reconstruction. Ça veut dire que le souvenir est toujours quelque chose d'approximatif. Ah oui, j'allais oublier. Oui, parce que quand on parle de mémoire, on ne peut pas ne pas parler d'oubli. Et vous savez combien la question de l'oubli est une question préoccupante. Et elle devient de plus en plus préoccupante parce que sur les chaînes de télévision et sur les radios, à longueur de journée, on nous explique que votre devenir, il est probablement dans la maladie d'Alzheimer. Bon, j'exagère un peu en disant ça, d'accord? Mais aujourd'hui, on focalise vraiment l'attention des gens sur les dysfonctionnements de la mémoire. Qui fait que dans des consultations mémoire, il y a une dizaine d'années, on voyait uniquement des gens qui avaient 60 ans ou plus. Aujourd'hui, on voit même des gens de 40 ans qui viennent consulter parce qu'ils ont des troubles de la mémoire. Alors, la question de l'oubli. L'oubli, une erreur de mémoire ou l'oubli, le fonctionnement naturel de la mémoire humaine? Je suppose que si je pose la question, vous avez imaginé que c'est pour répondre non pas une erreur de mémoire, mais un fonctionnement normal de la mémoire. Et je vais essayer de vous montrer quelques idées. Pendant longtemps, on a considéré que l'oubli était lié à un déclin. Parce que pendant un certain temps, on ne parle plus d'une chose, on finit par oublier. Aujourd'hui, on sait qu'effectivement, ça joue beaucoup. Si pendant un certain temps, vous n'avez plus parlé de quelque chose, c'est vrai que la réactivation va être difficile. Mais très probablement que l'oubli est explicable par d'autres phénomènes et non pas uniquement par un déclin. Là aussi, des idées connues depuis très longtemps. Figurez-vous, 1872, donc c'est pas d'aujourd'hui, d'accord? La mémoire humaine, c'est une activité qui est continue. C'est pas une activité qui est morcelée. C'est pas ce que je fais maintenant et ce que j'avais fait avant n'a aucun lien. Imaginez que je vous présente cette suite de fleurs et que je vous demande de les retenir. Si, juste après, je vous présente cette suite de fleurs, et ensuite je vous pose cette question ici, lesquelles de ces deux fleurs étaient dans la première liste? Vous risquez de vous tromper. Alors si vous vous trompez, est-ce que c'est parce que votre mémoire fonctionne mal? Vous avez un trouble de la mémoire et bientôt il faudra les consulter? Ou est-ce que en fait c'est quelque chose de tout à fait normal? Dès lors que vous êtes confronté à des connaissances similaires, vous finissez par ne plus savoir exactement ce que vous aviez vu ou ce que vous n'avez pas vu. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'interférence. À un moment donné, pour pouvoir dire que les deux fleurs jaunes là-haut étaient bien celles que j'avais vues avant, il ne faut pas s'être laissé perturber par cette autre fleur jaune. D'accord? Qui va faire que ça va mettre du bruit et qui fait que peut-être vous allez vous tromper. Et vous allez vous tromper parce qu'il y a quelque chose qui a interféré avec ce que vous venez de voir. Autre exemple qui va vous montrer combien effectivement on est dans des processus un petit peu complexes. Je vous demande, alors je ne vais pas vous demander de le faire, faites-le, mais comme ça mentalement. Lisez dans votre tête la couleur dans laquelle sont écrits les mots. Et vous allez vous rendre compte, à un moment donné, que pour l'instant, vous ne saviez pas ce qu'étaient vos neurones. Là, maintenant, vous allez l'apprendre. D'accord? Parce que vous avez constaté que la couleur du mot ne correspond pas au mot lui-même.
on est là aussi dans un phénomène d'interférence qui fait que les choses deviennent très compliquées. Et peut-être que des erreurs de mémoire que l'on observe ne sont pas des erreurs liées à un dysfonctionnement, mais simplement parce qu'à un moment donné, les choses sont tellement complexes que c'est difficile à ne pas tenir compte de quelque chose alors qu'il s'impose à nous. Un autre exemple, pour vous montrer là que l'oubli est quelque chose de génial pour la mémoire humaine. La différence fondamentale qu'il y a entre un ordinateur et un humain, c'est que l'ordinateur n'oublie rien, l'humain oublie. Et grâce à l'oubli, sa mémoire fonctionne. Je vais essayer de vous donner un exemple. C'est toujours difficile de faire fonctionner les exemples quand on est dans des conditions comme ça, mais je pense que ça peut peut-être fonctionner. Vous lisez cette phrase et vous produisez le mot qui vous vient spontanément à l'esprit. Je suppose que, comme moi, quand je mets, il a posté sa lettre en oubliant de mettre un, ou le boulanger mit la pâte à cuire dans le, ou curieux et regardé par le trou de là, je suppose que vous avez évoqué un certain nombre de mots. D'accord? Alors maintenant, voilà ce que je vais faire. Je vais vous proposer une phrase. Il a posté sa lettre en oubliant de mettre un chèque. Le boulanger mit la pâte à cuire dans le fourneau. Curieux et regardé par le trou de la planche. Et maintenant, je vous demande de restituer le mot qui était en rouge. Il a posté sa lettre en oubliant de mettre un. Essayez de voir ce qui se passe dans votre tête. Vous êtes obligé de résister au fait de dire tel pour pouvoir dire autre chose. D'accord? Et donc vous réussirez à donner le mot que j'ai mis en rouge si vous avez su oublier le mot qui vous vient spontanément à l'esprit. D'accord? Donc, la capacité à oublier n'est pas forcément un handicap. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui oublie, surtout s'il oublie régulièrement, et surtout s'il finit par oublier à quoi servent les choses, là, il y a du souci à se faire. Oui, mais je vais passer parce que je me rends compte que je suis trop bavard. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a que des personnes de 65 ans et plus qui oublient? Ou, je vais redescendre un peu, est-ce que vous pensez qu'il n'y a que des personnes de 50 ans et plus? C'est-à-dire que dans cette pièce ici, si je juge comme ça rapidement, là je vois des gens potentiellement oublieux, là, au milieu. Par contre là, j'en vois 4 devant, ceux-là, alors c'est impeccable, ils ne vont pas oublier parce qu'ils sont jeunes. Oui, mais c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine, l'oubli. Et je vais vous prendre un exemple. Un exemple qui, je pense, va parler à tout le monde. C'est l'histoire des clés. D'accord? Donc, vous avez un trousseau de clés, comme beaucoup de personnes. Et quand vous rentrez chez vous, vous avez l'habitude, d'accord, de poser vos clés à un endroit précis. Là, c'est un petit guérillon qui est à côté de la table. Très bien. D'accord? Ça marche. Le matin, on ne se pose plus de questions. On va vers la porte, et sans s'en rendre compte, on va sur le guérillon et on prend les clés et on ouvre la porte. Très bien. Sauf que, ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, au moment même où vous alliez poser les clés, le téléphone sonne. Alors, soit c'est un téléphone encore pas tout à fait moderne, soit c'est votre téléphone portable, peu importe. Et parce que la conférence est plus longue que prévu, vous saviez que vos enfants ou petits-enfants ou amis, copines, je ne sais pas quoi, peu importe, allaient vous appeler. Donc quand vous rentrez, vous entendez le téléphone sonner et vous vous précipitez sur le téléphone parce que c'est la chose la plus importante pour vous. Très bien. Jusque-là, pas de problème. Le problème est que le lendemain matin,
vous arrivez à votre porte, vous faites ça sur le guéridon, et là, pas de clé. Et, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça pourrait évoquer la vie privée. Et là, vous demandez à la personne qui partage votre vie, t'as pas vu les clés. Sans quoi le risque de vous dire, t'as encore perdu les clés. Est-ce que tu ne peux pas essayer de te souvenir où tu les as mises? Mais je te jure, je les ai mises là, je le fais. Je me souviens très bien, tous les jours je fais la même chose. Tu vois, je me souviens très bien que même, à un moment donné, j'ai cru qu'elles allaient tomber et je les ai repoussées. Ah oui, mais alors attends, si tu te souviens, il y a un problème, parce qu'elles n'y sont pas, les clés. D'accord? Qu'est-ce que tu as fait quand tu es rentré? Ben, il y avait le téléphone qui sonnait. Tu es allé voir à côté du téléphone? Oui, bien sûr que j'allais voir à côté du téléphone. T'as pas vu les clés? Non, j'ai pas vu les clés. Et ça peut monter le ton. D'accord? Et là, la personne, si elle a compris tout ce phénomène de mémoire, au lieu de continuer à crier, elle va aller à côté du téléphone, elle va lui dire, et ça s'appelle quoi? Des clés. Je suppose que vous avez vécu, alors moi je prends l'exemple des clés, mais ce genre d'histoire, vous l'avez vécu à 20 ans, à 52 ans, 52 ans. Et en fait, tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que c'est un problème de mémoire? Oui, certains pourraient dire c'est un problème de mémoire. Il a la tête en l'air, on le connaît. Torière, c'est le fils de son père. Ça n'a rien à voir avec la mémoire. Ça n'a rien à voir avec la mémoire. C'est juste un problème d'attention. À un moment donné, mon attention a été détournée par quelque chose et un processus automatique a été rompu et je n'ai plus de contrôle sur ce que j'ai fait après. Donc, quand on voit un défaut de mémoire, à un moment donné, au lieu de se précipiter à dire « attention, il y a un déficit », posons-nous la question de savoir si ce n'est pas des phénomènes d'interférence que j'ai dit tout à l'heure, ou ici, purement et simplement, un conflit qu'il y a eu entre des automatismes et une rupture de ces automatismes qui font que notre attention a été détournée et que je ne sais plus où j'ai mis les choses. Et ceci est vrai à 8 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, 90 ans. Je suis obligé d'accélérer les deux. Alors, la mémoire, c'est quoi la mémoire? Est-ce que la mémoire, c'est un contenu? Est-ce que la mémoire, c'est un réceptacle? Est-ce que la mémoire, c'est un organe, comme il existe des muscles, etc.? Non, la mémoire, c'est pas ça. La mémoire, c'est quelque chose de tout à fait complexe. Et si je dois vous rassurer, on ne muscle pas sa mémoire. Ce n'est pas en faisant des listes et des listes de mots à apprendre que vous allez améliorer votre mémoire. Parce que si vous avez bien compris, la mémoire, c'est quelque chose qui enregistre des activités et non pas des contenus. Et il vaudra mieux, à un moment donné, considérer que notre mémoire, c'est le résultat de nos interactions avec notre environnement. Alors, il y a une diapo qui a sauté, je vais la faire revenir, celle-là, vous ne la regardez pas. Si je dois donner un conseil, même si je déteste donner des conseils en matière de mémoire, parce que c'est tellement complexe que je ne m'engagerai pas trop. Mais si vous avez peur qu'à d'avancer à un âge, votre mémoire vous joue des tours, la meilleure activité pour garder une mémoire à peu près en bon fonctionnement, c'est de faire des activités complexes. Et il y a une activité qui est d'une complexité extraordinaire. C'est l'activité de jardinage. Et j'ai pris ici la taille d'un rosier. Si vous analysez ce qu'est cette activité, c'est une activité qui est redoutable au niveau cognitif. Parce que non seulement vous devez prendre la décision, je coupe là ou je ne coupe pas là. D'ailleurs, vous devez savoir connaître des personnes qui peuvent rester un quart d'heure
à se dire je coupe là ou je coupe pas là. Mais en plus, vous devez anticiper ce que sera demain la conséquence de votre coupe. Si vous voulez qu'une rose soit plus grosse, il faudra, si vous voulez, etc. D'accord ? Il va falloir aussi que vous preniez en compte le moment où vous faites cette taille. D'accord ? Donc si vous faites cette analyse de la situation, c'est une analyse qui va vous donner lieu à quelque chose de complexe. Et la complexité, il n'y a rien de tel pour la mémoire. Parce que ça vous oblige de jongler, de résoudre des problèmes. Il y a une autre activité, figurez-vous, qui est hyper efficace pour la mémoire. On a maintenant beaucoup de travaux qui montrent que la marche à pied, c'est excellent pour la mémoire. Alors, au moins pour deux grandes raisons. La première, c'est que quand vous marchez, vous vous oxygénez, et votre cerveau humain a énormément besoin de cette activité-là. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez réfléchi, mais quand on marche, on est sans arrêt en train de se poser des questions. Alors peut-être pas consciemment, mais quand vous marchez, vous êtes sans arrêt en train d'adapter votre marche à votre environnement. Et si j'ai pris cet exemple-là d'une marche de personnes qui partent en montagne, une fois qu'on est parti, il faut revenir. D'accord ? Et là, il va falloir se poser plein de questions, par où je reviens. Donc plus on est dans une tâche complexe, et plus ça va favoriser la mémoire. Alors je reviens à une diapositive, si mon ordinateur veut bien le faire. Cette conception globale de la mémoire, qui fait que la mémoire n'est pas séparable de notre corps, de nos activités, pas séparable de notre environnement, elle est obligée de nous amener à une question sur ce qu'est le vieillissement. Et aujourd'hui, malheureusement, le vieillissement est souvent vu dans une vision tout à fait binaire. Il y a d'un côté les vieux et il y a de l'autre côté les jeunes. Alors je vais vous renvoyer à des vieilles notions que vous avez peut-être. On va imaginer ici un groupe d'âgés et un groupe de jeunes. Et les courbes que vous avez là représentent la performance. Et donc quand on regarde, on voit que les performances des jeunes sont plus importantes que les performances des âgés. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Oui. Mais qu'est-ce qui nous dit que la performance est bonne ou mauvaise? Si on compare la performance des âgés à la performance des jeunes, mais voilà ce qui se passe. Si vous regardez bien les courbes, il y a très peu d'âgés qui touchent la distribution des jeunes. Et donc automatiquement, 90% des personnes âgées, si elles sont évaluées en prenant comme référence la performance d'un jeune, 80% des personnes âgées sont au-delà du seuil pathologique. Alors que si, oui, ça c'est une chose importante, alors que les personnes âgées qui ressemblent aux jeunes, là c'est des anormaux, enfin des supranormaux. C'est des individus qui ne devraient pas fonctionner comme ça. Si vous comparez les personnes âgées à elles-mêmes, alors vous aurez quelque chose qui est très connu. Il y a une majorité d'individus qui sait faire des choses, d'autres qui en font un peu plus et d'autres un peu moins. La question est, est-ce que quand la personne avance en âge, est-ce qu'on doit continuer à la comparer à quelqu'un de 40 ans, ou est-ce qu'on doit considérer que son univers, c'est maintenant un univers de personnes âgées et non plus de jeunes? Et ça change fondamentalement les choses. Parce que cette question-là, on pourrait la poser aussi avec des petits-enfants. Et d'ailleurs, je me demande toujours pourquoi on ne pose pas cette question. Qui aurait l'idée aujourd'hui de comparer les performances d'un enfant de 5 ans à un jeune adulte de 20 ans? Personne. Parce qu'on sait bien que quelqu'un de 5 ans n'est pas quelqu'un de 20 ans. Ça va très loin. Imaginez, et des fois je fais ce genre de conférences dans des maisons de retraite où il y a des personnes de plus de 80 ans. Et je leur prends toujours cet exemple. Et je dis à ces personnes-là, est-ce que vous continuez à faire du tennis? Les gens me regardent, ils se disent, ce type, il y a longtemps qu'il n'a pas dû mettre les pieds dans une maison de retraite. Parce qu'à 80 ans, il y a longtemps qu'on ne fait plus de tennis.
Mais c'est aberrant. Je ne sais pas si vous avez des petits-enfants, ou des enfants, tout court. Mais dès l'âge de 5 ans, il y a des enfants qui font du tennis. Est-ce qu'ils font du tennis, au fait? Non. Non, non, ils ne font pas de tennis. Ils font un truc qu'on appelle du tennis. Parce que leur raquette, c'est pas du tout la raquette. Alors, qui c'est le numéro mondial maintenant? Je ne sais plus qui c'est, j'ai compris le temps. Parce que c'est plus du tout la raquette du numéro mondial. Parce que si on lui mettait dans la main la raquette du numéro mondial, la seule chose qu'il ferait, c'est laisser tomber la raquette. De la même manière que le petit de 5 ans, si on le mettait dans un cours de tennis normal, il n'arriverait jamais à envoyer la balle plus loin que le filet. Et si le petit de 5 ans, on le mettait avec un filet à hauteur, alors je ne sais plus comment c'est, 1 mètre ou quelque chose comme ça, donc en fait, on a complètement transformé l'environnement tennis pour que le petit joue au tennis. Et on dit qu'il joue au tennis. Pourquoi on ne ferait pas pareil avec les personnes âgées? De considérer que quand on avance en âge, il y a des modifications, et qu'à ce moment-là, pour être efficient, comme l'est le petit enfant de 5 ans, eh ben, il faut modifier son environnement. Si on met une personne âgée dans un environnement qui convient aux personnes âgées, vous serez étonné de voir combien une personne âgée continue à maintenir son activité intellectuelle. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, on a cette tendance à voir le vieillissement de façon binaire et à associer la bonne performance à ce qui est une performance de jeune. Je vous remercie de votre attention. Et je suis prêt, bien sûr, à répondre à vos questions.